Merci d'être venu si tôt. Moi, j'ai pour la lourde tâche de vous parler du langage ce matin. Merci à toute l'équipe des Creative Mornings pour leur invitation en tout cas. Et bon, ouais, c'est avec grand plaisir que je relève ce défi parce que évidemment, quand on m'a dit le sujet, ça me parle bien sûr, mais après je vous dis en 20 minutes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire là-dessus parce que évidemment, le langage, c'est une notion très très vaste et qui peut s'appliquer à beaucoup d'éléments différents. Donc je vais devoir vraiment simplifier le sujet ce matin. Voilà, je vous demande votre indulgence, mais je vais vraiment vous présenter ici une vision, une approche un peu simplificatrice. Mais enfin, j'espère quand même que ça suscitera, c'est vraiment ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, quelques réflexions, quelques questions sur finalement des situations qu'on vit tous au quotidien. Et donc je vais un peu me pencher sur le langage, on le sait, en tant qu'élément indispensable de nos vies, avec tous les avantages qu'il peut avoir, mais alors aussi avec parfois les soucis, les inconvénients et les problématiques qui peut nous faire vivre au quotidien. Voilà, je vais un petit peu vous donner une approche qui vient dans ce sens-là. Et pour vous montrer d'abord la complexité du sujet, je vais commencer par vous montrer quelques exemples, quelques formes de ce qu'on peut appeler des langages, et peut-être vous demander d'essayer de trouver les points communs entre les différents exemples que je vais vous montrer tout de suite, avant de préciser alors l'approche que je vais adopter ce matin pour vous parler de ce sujet. Un premier exemple, c'est la langue des signes. Donc si je fais ce geste, je vous dis bonjour en langue des signes. C'est une forme de langage. Une autre forme de langage voilà, qui rappellera peut-être de bons souvenirs à certains d'entre nous, le langage mathématique. C'est une forme de langage également. Un autre exemple ici, alors j'ai un pointeur, je vais vous montrer, voilà, regardez. Tatouage traditionnel polynésien avec ce motif, donc ici, qui s'appelle l'enata, qui sert à représenter les humains. Et qui, dans le contexte du tatouage, avec les motifs qui l'entourent, va signifier quelque chose sur la personne qui le porte, donc raconte son histoire. Donc ici, ce motif va prendre sens par rapport au reste et va signifier le statut social, la famille, les expériences, la vie de celui qui les porte. C'est également une forme de langage, puisqu'ici, on n'est pas dans du tatouage purement esthétique ou décoratif. Il y a vraiment ici tout un sens qui est véhiculé par ces tatouage traditionnel. Un autre exemple, langage informatique. Donc, apparemment, nous aurions ici le sens de la vie en APL. Je ne sais pas vous en dire plus. Les émoticônes, smiley, emoji. Autre forme de langage également avec ces petits dessins qui au début étaient utilisés un peu plus comme des signes de ponctuation à la fin d'une phrase, simplement pour un petit peu souligner l'intention de la phrase et qui se sont développés évidemment avec le développement d'Internet, des messageries, des réseaux sociaux et qui de plus en plus tendent à devenir de véritables idéogrammes, c'est-à-dire des signes-mots qui vont suffire à eux-mêmes et qui vont finalement remplacer les mots et signifier le message à la place des mots. Par exemple, si je suis malade, au lieu d'écrire « je suis malade », je vais me contenter d'utiliser le smiley malade pour vous signifier simplement, sans mots, ce message-là. Et enfin, un dernier exemple. Donc ici, une danse des Maasai, donc cette population d'éleveurs semi-nomades d'Afrique de l'Est, qui traditionnellement donc, possède toute une série de danses qui a chacune sa signification en fonction de la situation de l'événement. Donc vous avez la danse de bienvenue, la danse du mariage, la danse du lion avant de partir à la chasse, etc. Ça ponctue rien qu'avec la danse, la vie des Maasai. Voilà. Quelques exemples parmi plein d'autres, mais tout ce que vous venez de voir, ce sont des langages. Je ne sais pas si vous percevez le point commun entre
tous ces exemples, parce qu'il y a quand même un dénominateur commun malgré tout qui permet de donner une première définition du langage. Donc tous ces systèmes sont des systèmes de communication qui vont permettre de communiquer un message à l'aide de signes, des signes qu'on va pouvoir percevoir par nos sens. Et tous, vous l'avez vu, sont créés par l'homme, sont donc totalement construits, inventés et donc conventionnels. C'est-à-dire qu'il nécessite un apprentissage. Si vous n'avez pas pris l'acquisition de ces signes, des règles, la grammaire, la syntaxe, le lexique, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre, évidemment, le message ou passer à côté de ce que le langage porte. Voilà. Et c'est pareil, évidemment, voilà, c'est une définition qui peut convenir à toutes les formes de langage. Alors moi, je vais me contenter de vous parler du langage verbal, c'est-à-dire celui qui est véhiculé par les mots. Donc là, on n'a pas vu encore ces exemples-là. Mais je vais me cantonner évidemment à ce langage-là, qui est celui avec lequel je travaille, donc aussi bien en tant que prof qu'aujourd'hui avec les parlantes. Voilà, c'est un peu le matériau que j'utilise. Avec cette particularité pour le langage verbal, c'est que quand on en parle, il est à la fois l'objet qu'on analyse, qu'on aborde, et l'outil avec lequel on l'aborde. Donc je vais vous parler du langage verbal en utilisant le langage verbal, ce qui à la fois montre la richesse du langage verbal, qu'il soit écrit ou oral, et aussi sa complexité, sa difficulté. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce matin, c'est que le langage verbal, on en a besoin, on l'utilise tous. Et parfois, présente aussi certaines difficultés, certains dangers que je vais un petit peu vous montrer. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ? Justement, pour illustrer cette démarche de parler du langage verbal en utilisant le langage verbal, je me suis dit, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Et j'ai utilisé une démarche, moi, que j'aime beaucoup, qui m'est très familière. À nouveau, aussi bien en tant que prof qu'aujourd'hui, c'est celle que j'utilise, c'est-à-dire d'aller grappiller à gauche, à droite, des petits extraits, des fragments, des citations en l'occurrence, pour vous donner une sorte de petit patchwork du sujet. Et après, reconstituer un petit peu toute une démarche, une réflexion qui est en mouvement à partir de ces citations. Parce que comme le disait l'écrivain Argentin Borges, le langage est un ensemble de citations. Mais justement, j'aime bien cette citation pour commencer, pour vous expliquer un petit peu que le langage, c'est d'abord ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet d'être en lien, en communication, c'est ce qui nous permet de créer une société. Et je trouve que c'était un bon point de départ, à la fois pour vous illustrer la démarche que je vais adopter ici, et puis pour dire que le langage, il est indispensable, évidemment, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Alors, je vais en venir tout de suite sur la dimension de la parole, et alors aussi de l'oralité. Et là, je vais faire une petite parenthèse par rapport aux parlantes. Donc, comme Vincenzo vous le disait, les parlantes consistent à proposer des mises en voix de textes, des fragments, des extraits bien souvent. Évidemment, c'est pas des textes in extenso bien souvent, mais ce sont souvent des textes qui a priori n'ont pas été écrits pour être dit à voix haute, pour être lus à voix haute. Donc ce ne sont pas des pièces de théâtre, par exemple. Ça peut être des extraits de romans, de nouvelles, des récits, des lettres, par exemple. Donc a priori, ce sont tous des textes qui sont simplement lus en silence, avec cette petite voix interne aussi qu'on a tous, puisqu'on se parle d'abord à nous-mêmes. Mais ici, donc, c'est une manière de renouer avec les parlantes, avec l'aspect oral de ce qui constitue une société humaine. C'est un peu un retour aux sources, si vous voulez, puisque la tradition de la transmission orale, elle remonte à la nuit des temps, avant l'invention de l'écriture. Évidemment, tout se transmettait de manière orale. Et donc ici, il y a une sorte de démarche qui est de partir de l'écrit pour retourner vers l'oralité, avec aussi l'idée, en tout cas l'espoir que ça donne envie aux auditeurs de retourner alors vers le texte et de le redécouvrir, également de retourner vers la littérature, vers l'écrit. Mais il faut savoir que, comme le dit ici André Martinet, qui est un célèbre linguiste français, les signes du langage humain sont en priorité vocaux,
Aujourd'hui encore, les êtres humains, en majorité, savent parler sans savoir lire. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes d'abord des êtres de parole, nous sommes d'abord des êtres de voix, de partage par la voix. Et voilà, ça reste toujours d'actualité, d'autant que, selon les estimations, encore aujourd'hui, c'est environ 16% de la population mondiale de plus de 15 ans qui est analphabète. Donc il ne faut pas oublier, voilà, tout un pan de l'humanité reste encore totalement hermétique à l'écrit et donc ne peut communiquer effectivement que par la parole orale. Et nous tous, voilà, dans notre évolution, chacun individuellement, nous avons commencé par parler avant d'apprendre à lire et à écrire. Donc voilà, cette appropriation du langage oral nous semble évidemment très spontané, très familier. C'est absolument pas le cas puisque c'est un apprentissage. Et c'est cet apprentissage commun qui nous permet par exemple, d'être là aujourd'hui aussi ensemble et de pouvoir partager des choses. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il n'en demeure pas moins. Je ne parle même pas de l'illettrisme, qui est un phénomène encore plus large. Là, je n'ai pas de chiffres, mais il y a aussi toute cette partie de la population, y compris chez nous, bien sûr, qui à un moment donné a perdu la maîtrise de l'apprentissage et des règles de la lecture et de l'écriture et qui a perdu pratiquement tout contact avec l'écrit. Donc la parole reste toujours là, mais à un moment donné, si on ne pratique plus le langage, on commence à perdre la maîtrise des règles, des codes qui sont indispensables. Parce que évidemment, si on commence à faire tous ce qu'on veut dans notre coin, c'est impossible. Donc voilà ici, petit aparté par rapport à la parole. La parole, c'est ce que chacun d'entre nous, individuellement, nous allons faire du langage. C'est vraiment notre appropriation, notre mise en œuvre tout à fait personnelle, individuelle du langage. Donc il y a autant de paroles qu'il y a d'êtres humains. Donc voilà pour cette petite aparté. Et là, je vais faire aussi une petite parenthèse, ouvrir une petite réflexion. Parce qu'on parle souvent de l'homme comme l'animal parlant. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est le monopole de l'homme, la parole ? On prend souvent la parole, effectivement, comme un des marqueurs pour délimiter les frontières entre l'humanité et l'animalité. Est-ce que ça veut dire que les animaux ne peuvent pas parler entre eux, ne peuvent pas communiquer ? Bien sûr que non. On sait très bien que les animaux communiquent entre eux, bien sûr, mais il y a quand même malgré tout une différence qui fait qu'effectivement le phénomène du langage et de la parole est un phénomène humain, à savoir que les animaux vont communiquer entre eux de manière stéréotypés, avec des messages qui sont des messages qui correspondent à un type de situation qu'ils ont l'habitude de rencontrer et qu'ils vont de manière assez instinctive finalement actionner. Et donc le contenu est figé. Les animaux n'ont pas cette possibilité, cette capacité, puisqu'on est dans les Creative Mornings, d'activer la faculté de créativité, d'imagination, de projection que l'être humain peut avoir, ce qui fait que l'homme est capable de parler, d'évoquer des choses en leur absence, ce que l'animal n'est pas capable de faire. Il va réagir vraiment par rapport à son environnement immédiat et communiquer de façon très figée, très stéréotypée. Alors bien sûr, ils vont se comprendre, mais ça va se limiter à ce qu'ils vivent eux-mêmes. Simplement, ils vont agir par instinct de survie, bien souvent, et par rapport à leurs besoins. Donc, bien sûr, il y a une communication animale, il y a une façon de communiquer. Bien sûr, les animaux peuvent communiquer aussi de la joie, de la peur, de la douleur, mais on ne peut pas parler de parole au sens humain du terme, ce n'est pas la même chose. Voilà, ça c'était pour vous faire une petite précision par rapport à cela. Toujours André Martinet, donc là je reste toujours dans les linguistes, ça c'est évidemment une donnée très très importante. Pour chaque langue correspond une organisation particulière des données de l'expérience et on ne s'en rend peut-être pas toujours compte parce que voilà, le langage nous est, notre langue, le français en l'occurrence, mais le langage nous est tellement spontané, familier, on est tellement habitué à lui qu'on ne se rend pas compte à quel point il organise notre perception du monde, de la réalité. Et voilà, on connaît évidemment l'importance des différences entre les langues, mais on sous-estime peut-être parfois à quel point le langage
va conditionner notre rapport au monde. Et je vais vous donner un petit exemple pour montrer à quel point le langage n'est pas une simple copie, un simple miroir de la réalité, mais au contraire vraiment un filtre. Un petit exemple d'un dialogue extrait d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Donc c'est un dialogue entre Alice et Humpty Dumpty, où Alice dit « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par gloire. Je voulais dire, voilà un joli petit argument qui te cloue le bec. Mais gloire ne signifie pas joli petit argument, objecta Alice. Moi, quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que j'ai décidé, ni plus ni moins. Reste à savoir si vous pouvez obliger les mots à signifier tant de choses différentes. Reste à savoir qui est le maître. Voilà tout. Alors, je trouvais ce petit extrait particulièrement intéressant, d'autant qu'Alice au Pays des Merveilles, loin d'être une histoire pour enfants, c'est vraiment toute une réflexion assez intéressante sur notre rapport justement au monde. Alice, quand elle est au Pays des Merveilles, elle découvre un monde où toute la logique, toutes les règles sont mises à mal, sont déconstruites, c'est le règne du non-sens, et on le voit très bien ici dans ce dialogue, y compris avec le langage, l'arbitraire du langage est totalement exhibé. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à souligner, ce qui complique évidemment les choses par rapport au langage. Il est totalement arbitraire, il est conventionnel. Et ça aussi, c'est très important de maîtriser ces conventions. Sinon, vous voyez comme ici, on a affaire à un dialogue qui n'en est pas un, puisque les uns et les autres ne peuvent pas se comprendre, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et donc on voit très bien ici, à travers ce petit exemple, qui est évidemment une caricature exagérée, mais que vraiment le sens des mots, le sens des paroles va vraiment dépendre de celui qui parle, qui les utilise. C'est ce que dit Humpty Dumpty, c'est moi le maître. Voilà, donc c'est moi qui décide ici des règles du jeu. Donc quelques problématiques soulevées par le langage. Vous avez le langage ici qui évolue constamment. Les règles peuvent effectivement aussi changer. Ça nécessite toujours un degré d'interprétation. Même la conversation, l'échange le plus basique, il y a rien à faire. Ce degré d'interprétation est toujours là. On le voit très bien ici aussi. Et puis un autre élément très important quand on parle du langage, c'est que le langage est un pouvoir. Et ça, on le sous-estime aussi peut-être souvent, mais on sait à quel point ça peut être aussi un instrument de domination, de soumission et bien sûr de manipulation. On sait très bien que les régimes totalitaires s'en prennent directement au langage. Alors non seulement pour la culture qu'ils véhiculent, on sait très bien l'exemple de la censure, des autodafés, mais aussi parce que véritablement, qui maîtrise le langage domine. Et voilà, on voit très bien, c'est par exemple dans 1984 avec George Orwell, on illustre très bien cette fameuse novlangue qui montre très bien que quand vous appauvrissez une langue, quand vous réduisez les possibilités lexicales, quand petit à petit vous simplifiez les règles, forcément vous avez des gens qui sont capables, qui deviennent de moins en moins capables de maîtriser des subtilités, qui sont moins capables de penser par eux-mêmes et qui vont simplement reproduire un discours tout fait, qu'on leur livre, qu'on leur donne. Et donc des gens qui vont plus réfléchir, qui vont plus penser, qui vont réagir plutôt à l'affect, aux émotions, et donc des gens plus manipulables. Voilà. Ça c'est aussi une réalité. Donc ici on le voit très très bien dans cet exemple. Donc vraiment le langage est un filtre et on peut constamment modifier ses règles et l'utiliser parfois à des fins pas tout à fait évidemment avouables. Voilà pour Alice. Un autre point très important aussi, petite citation de Goethe, le langage fabrique les gens bien plus que les gens ne fabriquent le langage. Ça aussi on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais le langage nous conditionne tellement qu'on pense à un monde qui a d'abord été élaboré par le langage. Et vraiment, le langage nous donne, d'où l'importance évidemment, plus on maîtrise ce langage, son lexique, sa syntaxe, sa grammaire, plus on a d'outils
pour analyser, décoder le monde qui nous entoure. Mais vraiment, nous sommes d'abord façonnés par le langage, beaucoup plus que l'inverse, le rapport inverse. Et ça se marque très très bien, on le voit assez facilement quand on commence à étudier, à analyser un petit peu les différences entre les langues. Si vraiment nous fabriquions le langage à notre image, il n'y aurait pas autant de différences entre les cultures, entre les peuples. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a vraiment, tout le monde ne pense pas le monde de la même façon que nous. Alors ça nous paraît peut-être bizarre, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et ça se marque très très bien dans toute une série de subtilités, de nuances par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport aux couleurs, par rapport au genre, etc. Toutes les langues n'expriment pas les mêmes nuances, ne décodent pas le monde de la même manière. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple dans une peuplade aborigène d'Australie. Par exemple, les rapports spatiaux ne sont pas exprimés de la même façon que nous, donc de manière relative, subjective. Nous, on dirait à gauche, à droite, devant, derrière, par rapport à notre position. Eh bien, eux vont exprimer toutes les relations spatiales par rapport aux points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. Voilà. Pas de gauche, pas de droite, pas de devant, par derrière, seulement les points cardinaux. Et eux, sont habitués à exprimer les choses comme ça, ce qui nous paraît, nous, bizarre, étrange, inversement, notre façon de faire pour eux n'est pas non plus naturelle. Un autre exemple, dans une langue mexicaine, il n'y a pas de mots différents, enfin on utilise le même mot pour exprimer le bleu et le vert. Donc ils ne font pas de distinction, de nuance entre ce qui pour nous sont deux couleurs différentes. Pour eux, c'est la même chose. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il y a des subtilités que nous connaissons, qui n'existent pas dans d'autres langues, dans d'autres langages. Par contre, il y a des subtilités qui existent dans d'autres langages que nous ne connaissons pas. Donc c'est bien la preuve que c'est vraiment le langage qui va nous donner les clés pour percevoir les choses. Et si nous n'avons pas été familiarisés par notre langue, par notre langage, à percevoir ces subtilités, on va partiellement passer à côté, évidemment. On ne va pas les remarquer, tout simplement parce qu'on n'a pas les outils que le langage nous aurait donné. Et donc ça montre effectivement le relativisme aussi du langage, fortement influencé par la culture. Et ça, c'est évidemment une richesse, ça peut aussi, et bon là on va un petit peu aller vers d'autres problématiques suscitées par le langage. Émile Benveniste, c'est un autre grand linguiste français. C'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet. Nous sommes le produit du langage qui lui-même est le produit d'une culture. Et c'est vraiment le langage qui va nous poser en tant que personne, qu'individu. C'est cette appropriation dont je parlais aussi tout à l'heure avec la parole, cette appropriation, cette mise en œuvre personnelle du langage qui est propre à chacun, qui va nous poser, qui va nous placer et situer aussi par rapport aux autres. C'est ça qui est important puisque, comme le disait Jacques Lacan, le langage structure tout de la relation interhumaine. Confucius aussi, dans un autre ordre d'idées, disait déjà au VIe siècle avant notre ère, sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Il est évident que il y a aussi des buts très utilitaristes, mais la vie en société sans le langage est impossible, tout simplement. Alors, évidemment, dans le meilleur des mondes, ce besoin est comblé et c'est formidable, mais on sait tous très bien que ça ne se passe malheureusement pas toujours comme ça, puisque, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, le langage est source de malentendus. Nous le savons tous très bien, nous l'expérimentons tous au quotidien. Malheureusement, le langage qui est censé nous mettre en lien, parfois, ça ne marche pas comme ça. Et il y a des problèmes, des soucis qui apparaissent. Et la phrase de Bernard Werber le dit très bien aussi, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Et voilà, ce essayons quand même veut tout dire, c'est qu'effectivement, on a besoin du langage, on ne sait pas s'en passer, on a besoin d'entrer en relation.
Et même si ça ne se passe pas toujours, et bien souvent, c'est pas si facile, mais essayons quand même. On n'a pas le choix de toute façon. On a besoin d'entrer en relation. Je fais ici un petit aparté, juste pour préciser un petit peu le rapport des écrivains au langage. Une petite citation de Colette: il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. J'aime trouvé cette citation intéressante parce que l'écrivain, s'il veut vraiment remplir son rôle, va utiliser bien sûr le langage commun. Ça c'est évident, mais va l'utiliser vraiment comme un véritable matériau qu'il va travailler, et son rôle, sa mission, c'est vraiment créer du neuf avec le langage commun. Donc il doit utiliser les mots de tout le monde, mais pour dire les choses comme personne d'autre que lui ne pourra les dire. Et ça, c'est vraiment le travail de l'écrivain. Moi, je crois que celui qui ne prend pas le langage vraiment comme un matériau à façonner, à travailler, à modeler, pour quand même communiquer et être compris par quelqu'un d'autre, mais en ne répétant pas simplement ce que d'autres ont déjà dit, mais en s'appropriant vraiment et en trouvant sa parole par écrit. Là, c'est vraiment, pour moi, le véritable travail de l'écrivain. D'autant que, on le sait tous, et ça vaut aussi pour les écrivains, il y a des moments où, comme on dit, les mots manquent, on a un peu du mal à exprimer avec justesse, exactitude, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ça aussi, évidemment, c'est une difficulté du langage. Et en même temps, c'est là toute la richesse du langage, c'est là qu'apparaît la possibilité de la poésie. C'est-à-dire de ce langage dans le langage, qui est une forme de recréation du langage à travers le langage, à travers des figures de style, des métaphores qui vont combler un petit peu les lacunes, les difficultés, et se dire j'arrive pas à exprimer, j'arrive pas à dire ça, et bien voilà, le recours à la poésie, aux figures de style, aux métaphores, aux comparaisons va permettre justement de contourner cet obstacle et d'arriver finalement à utiliser le langage vraiment comme un matériau, à l'enrichir. Ça aussi, c'est évidemment une caractéristique de la parole humaine. Alors, voilà, comme le dit le dramaturge anglais Thomas Shadwell, les soupirs sont le langage du cœur. Voilà, une belle métaphore pour dire que parfois, effectivement, on est à court de mots, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a à dire. Et ici, c'est... Voilà, c'est le corps, quelque part, qui va parler à notre place, qui va combler justement l'absence de mots. Et Roland Barthes aussi signifiait cette idée. Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté. Mon langage est un adulte très civilisé. Voilà, c'est sûr que le langage aussi, selon l'utilisation qu'on en fait, permet de mettre un vernis aussi sur nos émotions, nos sentiments, sur notre message, là où le corps, finalement, lui, ne ment pas, dit les choses telles qu'elles sont, et vient souvent aussi ponctuer les mots. D'autant plus que dans l'oralité, le corps est là, il y a la voix bien sûr, mais vous le savez peut-être, seulement 7% d'une communication orale va passer par les mots, par leur signification. 38% vont passer par la voix, par l'intonation, et plus de la moitié, 55% de la communication orale passe par le corps, par les gestes. Et donc, voilà, ça montre un petit peu aussi l'importance, il ne faut pas le négliger, du corps dans la communication, y compris la communication verbale. Alors, je termine rapidement avec d'autres petites problématiques suscitées par le langage. Et cette citation du romancier Pascal Quignard, c'est le langage qui divise. Petite référence à Babel, puisque voilà, c'est un mythe fondateur. Ces hommes qui voulaient construire une tour pour atteindre Dieu, qui au début se comprenaient puisqu'ils parlaient tous la même langue, et puis qui ont été punis par Dieu en fonction de leur orgueil, et qui, pour les punir et les empêcher de construire leur tour, a créé la division entre eux en les faisant parler chacun une langue différente. Donc à partir de ce moment-là, les hommes ne se sont plus compris, ils ont arrêté la construction de la tour, et ils se sont dispersés sur la surface de la terre, créant donc des distinctions, des discordes et des problèmes de communication, d'incompréhension. Donc, le langage, bien sûr, c'est ce qui nous unit, mais c'est aussi ce qui nous divise, c'est ce qui renforce la diversité. Et il est parfois source
non seulement de malentendus, on l'a vu, mais parfois beaucoup plus graves, de conflits aussi, notamment de conflits d'intérêts et de valeurs qui sont cachés derrière les mots. Ça, c'est aussi, et derrière les discours, donc ça, c'est aussi une réalité. Autre petite réflexion, de tourner langage changé, un proverbe malais, qui montre aussi que le langage peut être une source de violence symbolique, avec des doubles langages, des doubles discours, des menaces, des insultes, on le sait, hein, tout dépend de l'usage qu'on en fait. À l'opposé, la séduction, la flatterie sont aussi des formes de manipulation par le langage. Tout ça pour vous dire que le langage a toujours une dimension éminemment politique. Qu'on le veuille ou non, on ne s'en rend pas compte non plus, mais c'est une réalité. Donc voilà, vous voyez, je vous ai fait un petit aperçu très rapide, mais des différentes problématiques et des différentes forces et faiblesses du langage en fonction de l'utilisation qu'on peut en faire. Et je veux quand même terminer sur une petite note poétique, une petite métaphore. Dans le langage des jardiniers, les plantes crèvent, mais les roses meurent. Voilà, tout ça pour dire, vous voyez, le langage nous permet vraiment de présenter les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Tout est une question de point de vue, tout est une question d'utilisation, de choix, en fait. Et c'est là qu'à chacun d'entre nous, évidemment, a la responsabilité d'utiliser le langage en n'oubliant pas tout ce qu'il véhicule, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il peut signifier de nous et aussi de notre rapport au monde et aux autres. Voilà. Et alors je termine justement par vous remercier de votre attention avec ce petit dessin justement d'Aigremoine qui, dans le langage des fleurs, voilà, signifie la gratitude, puisqu'il y a aussi ce langage des fleurs qui permet de venir compenser parfois l'absence de mots ou la difficulté de dire les choses avec des mots. Voilà. C'est bon, je suis dans les temps. Merci.